Un nouveau record sera atteint en 2024. Les émissions mondiales de CO2 issues de la combustion d'énergie fossile dépasseront cette année encore le niveau de l'année dernière. C'est ce qu'anticipe un rapport du Global Carbon Project rédigé par des scientifiques qui, par ailleurs, n'entrevoient toujours pas de pic de l'utilisation de ces combustibles qui restent en plateau ascendant. Une annonce le 13 novembre en pleine COP 29 sur le climat, juste après la COP 16, vous le savez, sur la biodiversité, et qui ne parviennent donc pas pour l'instant à faire décroître les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Un contexte aussi en France qui est par ailleurs social, avec la CGT, vous le savez, qui alerte sur au moins 150 000 emplois menacés. Contexte de commerce international également qui poursuit la voie du libre-échange avec un accord UE-Mercosur qui, une fois n'est pas coutume, fédère contre lui ces jours-ci à la fois les agriculteurs français et les militants de la cause écologiste. Et c'est au milieu de toute cette actualité sociale et environnementale à la fois foisonnante et peut-être un peu inquiétante que nous remettons le focus sur le radar travail-environnement. Anticiper plutôt que subir via cet outil syndical. Quelle utilité concrète pour gagner la transformation dans les entreprises? Quelle place de cet outil dans la CGT? Quelle stratégie juridique, territoriale et dans les instances représentatives du personnel? On en parle avec nos 5 invités. Franck Perrin, bonjour. Bonjour. Co-animateur à la CGT de la Commission confédérale environnement et transformation de l'appareil productif, la commission étape. Alain Lecor avec nous, bonjour. Bonjour. Secrétaire régional de la CGT Bretagne. Arnaud Cassado, bonjour. Bonjour. Juriste, maître de conférence à Paris 1, vous avez récemment publié l'ouvrage Droit social à vocation environnementale aux éditions LexisNexis, on en reparlera. À côté de vous, bonjour Alain Petitjean. Bonjour. Directeur associé du cabinet Secafi qui conseille notamment des représentants du personnel. Et Fabienne Tato, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UGIC CGT, c'est à vous notamment qu'on doit le radar dont vous êtes copilote. Merci à vous 5 d'être autour de cette table. Une première question, Franck Perrin, sur la confédéralisation du radar. Est-ce que peut-être que vous pouvez nous rappeler comment ça s'est passé, le sens que ça a et puis la stratégie que ça sous-tend? Oui, donc en fait la confédéralisation du radar, elle s'est décidée suite au 53e congrès qui a affirmé, qui a mis au cœur de la revendication CGT le lien entre l'environnemental et le social. Et donc, si on veut parler confédéralisation, c'est pourquoi et qu'est-ce que veut dire confédéraliser en fait. Alors pourquoi? Parce que la philosophie qui est derrière cet outil correspond absolument à ce qu'on veut porter et ce qu'on porte depuis des années dans la CGT, qui est la construction de la revendication. Les étapes 1, 2, 3, 4 sont l'identification, construction avec les salariés, de la revendication, puis établissement d'un rapport de force pour obtenir satisfaction de la revendication. Donc, la force du radar, c'est que ça permet d'inclure la chose environnementale dans notre revendication autour de la prospective des organisations. Donc voilà pourquoi il a été décidé à travers pour atteindre les orientations du Congrès, de définir comme un des outils le radar environnemental. Donc ne pas opposer l'environnement et l'emploi, premièrement. Comme outil, par ailleurs, ne pas rajouter une pierre de plus à l'édifice. En fait, c'est dans la continuité de ce qui est déjà fait par la CGT, c'est ça? Exactement. En tout cas, ça correspond tout à fait à la philosophie revendicative de la CGT. Et donc la question maintenant de la confédéralisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet outil doit pouvoir être appliqué à toutes les organisations, quel que soit leur milieu, leur taille, et que tous les syndiqués puissent s'en emparer. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est il faut faire en sorte comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'outil soit utile à tout le monde, et où est-ce qu'on doit s'assurer, pour confédéraliser, que la philosophie et donc les enjeux environnementaux deviennent le quotidien des orgas et soient liés aux prospectives autour des organisations.
Donc, c'est ce qui est extrêmement intéressant dans cette journée, c'est que on est à la fin d'une phase d'expérimentation et nous allons donc pouvoir récupérer ce qui a marché, les points forts, les points faibles, et voir si cet outil est adapté pour que cette philosophie, cette démarche revendicative, puisque philosophie, est vraiment servi par l'outil tel qu'il est, et comment est-ce qu'on peut le faire évoluer pour arriver à ce qui soit utile à tout le monde. Ça implique aussi de faire fonctionner les différentes organisations entre elles autour de ça, Franck Perrin. C'est ça. Alors, pour que toutes les organisations fonctionnent entre elles, se parlent et s'en emparent, on aura donc des questions autour de comment est-ce qu'on simplifie cet outil, comment on autonomise les orgas sur ces enjeux-là. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, est-ce que aujourd'hui l'outil tel qu'il est conçu, et on peut voir si on prend ce matin les chiffres qui ont été donnés et vos retours d'expérience, je prends un retour, environ 70 orgas qui ont essayé de le déployer depuis 2 ans sur 100 sont encore en train de faire l'étape 1. Donc c'est quelque chose qui doit nous poser question et de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que les orgas puissent passer cette étape 1. Est-ce qu'il est nécessaire de faire les étapes 1 avant de faire les étapes 2? Est-ce qu'il est nécessaire de faire l'étape 2 avant de faire l'étape 3 ou de faire l'étape 4? Donc est-ce qu'il est nécessaire de tout faire pour porter des revendications? Et c'est tout ça, effectivement, c'est à travers le débat d'aujourd'hui qu'on va pouvoir tirer des enseignements et faire évoluer cet outil pour réellement le confédéraliser. En tout cas, réellement confédéraliser ce qu'il sous-tend, c'est-à-dire mettre la chose environnementale au cœur de l'action revendicative, tout en le liant au social. La mettre au cœur, mais dans les entreprises, qui sous-tend là très clairement pour les syndicats de se mêler très clairement des décisions des entreprises. Exactement. Donc et là, quelque part, sans être pompeux, on peut se référer au préambule de la CGT et je dirais presque à la charte d'Amiens de 1906. On est vraiment sur la deuxième jambe de la CGT, la double besogne de la transformation sociétale. Et aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est encore plus prégnant, si on veut se mêler de la stratégie des entreprises, il faut se mêler de tout ce qui peut impacter l'entreprise, l'emploi, son avenir et donc la société. Et donc il y a l'environnement, la géopolitique, l'environnement économique, qui doivent déboucher sur des décisions une fois qu'on aura pris l'ampleur de ces enjeux, déboucher sur des propositions de GPEC, d'emploi, d'empreinte industrielle, et évidemment donc même de nécessité de produire tel ou tel bien de service pour est-ce que ce qu'on est en train de produire aujourd'hui répond aux besoins de la population ou pas. Alain Lecor, même question, mais à un niveau plus local. Évidemment, vous qui êtes à la tête du comité régional CGT de Bretagne. Même question donc à l'échelle d'un territoire. Comment vous vous emparez de cette question environnementale dans les entreprises et au niveau d'une région? C'est faire fonctionner les unions départementales entre elles, c'est porter une vision aussi cohérente d'un territoire. Alain Lecor. Oui, par rapport à ce que Franck a présenté, on a cherché d'abord à établir une première vue sur le constat qu'on peut faire de la situation bretonne, à partir de, je dirais, trois chiffres ou 3 situations emblématiques. La première, celle qu'on peut même constater lorsqu'on se balade dans notre belle région, que ce soit l'été ou une autre saison, ce sont les algues vertes, par exemple, et j'allais dire plus généralement les dommages que crée l'agro-industrie, notamment en termes de gestion de la ressource en eau. C'est aussi un chiffre, c'est se dire que dans notre région où les autoroutes sont gratuites, c'est moins de 1% du fret qui passe par le ferroviaire. Donc ça veut dire qu'on peut faire mieux en termes environnementaux. Et enfin, c'est se dire que une autre spécificité de notre région, c'est on produit à peine 20% de l'énergie que l'on consomme. Et ça vaut pour l'ensemble de la population, mais aussi pour les entreprises, et ça pose des questions en matière de réindustrialisation, par exemple. En termes de circuits courts, par exemple ? Par exemple, mais quelque part, la question, c'est de se dire,
il y a évidemment quelque chose à faire en termes d'agro-industrie, en termes d'agroalimentaire, et on pourrait poser la question, bien manger, bien produire, bien travailler. C'est des questions qui étaient au cœur d'un débat public pas très loin d'ici, à la Bourse du Travail, il y a un mois, et c'est complètement en écho de la démarche du comité régional et de ces unions départementales en Bretagne. Sur l'emploi, il se trouve par ailleurs que là, en Bretagne, vous êtes en première ligne, puisque votre région, elle est touchée par l'un des plans de suppression de postes là, qui font l'actualité ces jours-ci, à savoir Michelin à Vannes. C'est quelque chose sur lequel, par ailleurs, les syndicats CGT sur place alertaient depuis plusieurs années le risque de voir certaines activités fermées dans cette région. Oui, d'ailleurs, dans les travaux qui sont... ceux des structures de la CGT en Bretagne, c'est aussi la manière dont on prend la construction de projets alternatifs, notamment en termes industriels, mais pas seulement. On pourrait le voir aussi d'un point de vue de l'architecture des services publics, de leur maillage, mais aussi des services à la population en général. Et à côté de ce fil rouge sur le bien manger dans notre région, la démarche, elle est de donner la main aux unions départementales sur la construction de projets de territoire à l'échelle de bassins d'emploi et bassins de vie. Oui, expliquez-nous justement cette démarche avec les unions départementales, etc. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que de ce point de vue, le choix qu'on a fait, c'est aussi de regarder de plus près la démarche du radar travail-environnement et regarder dans quelle mesure cette phase de diagnostic, de la même façon que dans l'entreprise, elle est très importante, comment on la met en œuvre d'un point de vue d'un territoire. Et on est sur cette phase-là, et notamment avec une séquence qui est celle de congrès d'unions départementales qui vont aborder chacune d'entre elles ces questions. Oui, vous me disiez en préparant cette table ronde que l'union départementale des Côtes-d'Armor, notamment, vient d'avoir son congrès. Alors qu'est-ce qu'il en sort, Alain Lecor ? Oui, alors c'est d'autant plus réjouissant que c'est la première initiation concrète de cette démarche avec le vote par les congressistes d'un document d'orientation qui, sur sa troisième partie, et j'en profite pour saluer les camarades de Côtes-d'Armor qui sont présents, qui auraient peut-être pu expliquer encore mieux que moi ce point précis. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir d'un diagnostic qui est celui des camarades et des syndicats, donc costarmoricains, de la place éminente de l'agglomération de Saint-Brieuc, de son bassin d'emploi et de vie, de regarder comment mieux architecturer l'étoile des transports, qui aujourd'hui pourrait se résumer uniquement à un trait d'union de la ligne TGV entre Brest, Rennes et Paris. Il faut que vous nous explicitiez ça, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une étoile et pas juste un trait. C'est ça, pour prendre des images visuelles. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que quand on parle de grandes lignes, par exemple de TGV, on imagine uniquement une liaison de transport entre la province et la région parisienne. À côté de cela, il y a non seulement un bassin d'emploi et de vie, donc l'agglomération, mais il y a aussi des territoires qui soient maritimes ou ruraux, avec de multiples activités. Et nous, comment on entend la question, si on la regarde aussi par rapport aux bases CGT, c'est-à-dire un vrai travail interprofessionnel qui associe des camarades issus de différentes professions et qui, à partir de leur force aussi, peuvent mettre potentiellement en cohérence un cahier revendicatif. Mettre en cohérence, précisément parce qu'il peut y avoir des contradictions entre les branches professionnelles dans l'idée de transition, justement. Est-ce que ça, c'est une part importante de ce travail-là ? Alors, contradiction, pas seulement, mais le pire, et malheureusement parfois le plus souvent, c'est le travail en silo aussi. On n'est pas qu'une accumulation de franchises CGT qui travaillons côte à côte. C'est aussi un moment s'exposer et puis se dire que dans la zone industrielle ou dans l'agglomération, les camarades qui sont dans d'autres professions ont aussi des éléments revendicatifs forts, des attentes en matière d'organisation des services publics qui peuvent être potentiellement convergentes. Fabienne Tato, toujours côté CGT, côté radar, un mot pour compléter ce qui a été dit. Ouais. D'abord, en première réaction, quand la CGT développe un outil, cet outil il doit être conçu pour faciliter le travail syndical. Et donc, ce matin, on a eu des témoignages de camarades sur le déploiement des 4 étapes qui composent le radar.
Et à partir de l'échange qu'on a eu, moi, ça me semble évident qu'on peut repenser en partie la manière dont on déploie ces 4 étapes. Et en tout état de cause, il m'a semblé que la première étape, qui était celle de faire un état des lieux de ce qui se passait dans l'entreprise, de la manière dont elle traitait des sujets environnementaux et sociaux, elle me paraissait déjà vraiment être une étape absolument majeure dans les 4 étapes. Et j'ai compris qu'il y avait un enjeu à bien présenter cette étape-là, par exemple. Peut-être que moi, la première réflexion que je fais, c'est que peut-être il faudrait penser, dans le cadre de la confédéralisation, à mieux intégrer l'outil dans le plan de formation confédéral. Parce que finalement, aujourd'hui, dans la journée qui se déroule, dans notre premier temps de travail, on s'est rendu compte que parmi les participants, beaucoup ne connaissaient pas finalement encore le radar. Et donc, c'est la première difficulté sur laquelle on peut agir. Après, vous avez tout de suite évoqué que dans des branches, sur un territoire, il pouvait y avoir des contradictions entre certaines branches. Certes, il peut y avoir des contradictions, mais personne d'autre que nous vont les résoudre. Donc il faut s'attaquer à ces contradictions. Mais par ailleurs, il peut aussi y avoir des synergies. Par exemple, sur le plan de transport. Imaginons que sur un territoire, et c'est le cas déjà aujourd'hui, vous avez cet outil, le radar travail-environnement, qui est déployé dans plusieurs syndicats de différentes branches sur le même territoire. Mais quelle richesse! Parce que vous avez à la fois avec l'outil, en fonction de comment il a pu avancer dans l'entreprise, vous avez une expertise de ce que fait l'entreprise, vous avez les propositions des salariés, et vous pouvez bâtir des synergies dans l'intérêt collectif, par exemple en associant la branche des services publics avec celle des transports. C'est quand même judicieux, sachant qu'on a des services publics localisés dans différents endroits du territoire, utilisés par des usagers qui ont des besoins différents. Là, on voit très bien comment on peut avoir une démarche vraiment vertueuse pour faire des propositions qui vont au-delà de ce qu'on nous a proposé. Donc, moi, je trouve que c'est un exemple qui fonctionne assez bien. Voilà, donc peut-être pour faire face à des difficultés de connaissance de l'outil, l'intégrer dans les formations, et puis penser les synergies sur le territoire. Et pour finir, je veux dire aussi que l'enjeu qu'on peut identifier aujourd'hui, c'est qu'on a cette richesse, c'est franchement une richesse, quand on arrive à déployer notre outil sur ces différentes étapes. On a des syndicats qui sont submergés de propositions, en fait, hein, c'est vraiment la réalité. Sur un territoire, pourquoi ne pas aussi aller s'adresser et travailler avec les associations qui connaissent le territoire, qui ont une expertise aussi. Et je pense qu'il y a un enjeu politique aussi pour la CGT à décloisonner le travail syndical et à nous renforcer de toutes parts, quoi, je puis dire. Avant d'entendre nos autres invités, je laisse tout de suite Franck Perrin vous répondre. Oui, plus que répondre, je voudrais rebondir effectivement sur les propositions d'intégrer l'outil à la formation, puisque quand je disais simplifier l'outil et autonomiser les orgas, en fait, c'est bien ça que je pensais, c'est-à-dire que quelque part, si on veut que les organisations s'emparent réellement de cet outil ou d'une déclinaison de cet outil, il faut s'assurer que cet outil devienne une tâche quotidienne parmi les autres, puisque la difficulté aujourd'hui qu'on voit à travers, c'est que c'est un outil spécifique qui est à côté du quotidien très chargé des syndicats et qui pose quand même la question au-delà de l'environnement, hein, parce que je ne pense pas que le sujet soit l'environnement. La prise de conscience environnementale dans la CGT, dans les organes de la CGT, je pense est assez élevée. Tout le monde sait qu'il faut travailler sur cette chose-là. Mais c'est plutôt l'antagonisme entre le quotidien et les sujets à discuter moyen-long terme. Et donc, quelque part... Fin du monde, fin du mois, oui. Fin du monde, voilà, fin du mois. Fin du monde, fin du mois, et la fin du mois, effectivement, où la santé des salariés immédiate, etc., prend souvent le pas. L'urgence prend souvent le pas sur la prospective. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on intègre la prospective dans le quotidien, et donc l'environnement. Et ça rejoint effectivement les formations. Donc, on pourrait imaginer d'intégrer
les enjeux qui sont développés dans l'étape 1 de façon à autonomiser les syndicats dans les formations CSE, dans les formations prospectives et territoires, enfin dans les formations ou même la formation au premier niveau, pour que chaque syndiqué soit parfaitement autonome dans sa façon d'appréhender la chose environnementale, et je fais très vite. Et puis après, ensuite, effectivement, créer une formation ad hoc en direction des premiers dirigeants d'organisation, de façon à ce que cette culture-là de l'environnement, de lier au quotidien et de lier l'environnement et le social infuse toute l'organisation. Alors justement, Arnaud Casado, votre livre Droit social à vocation environnementale, vous le décrivez comme une feuille de route de décarbonation de l'entreprise et vous vous appuyez notamment en fait sur ce qui existe déjà en droit, c'est-à-dire c'est une boîte à outils. Tout le monde a en tête la loi climat et résilience de 2021, mais qui avait été faite, voilà, on se souvient, dans la foulée de la Convention citoyenne sur le climat. Vous dites il faut surtout pas s'arrêter à ça. Alors, tout à fait, il ne faut absolument pas s'arrêter à la loi climat et résilience pour deux raisons. Premièrement, parce que le travail syndical n'est jamais de s'arrêter à la loi telle qu'elle est, mais bien d'aller plus loin. Et si on prend un exemple en termes de volume, la loi climat et résilience, c'est à peu près 60 pages sur un ouvrage qui en fait 450. Donc c'est pour dans votre livre. Oui. Voilà. Donc c'est pour montrer que les droits que peuvent espérer les travailleurs et leurs représentants peuvent aller bien au-delà, véritablement, de cette loi climat et résilience. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette loi, qui est imparfaite, qui est incomplète, en plus, elle est sous-tendue par des moyens qui, dans le meilleur des cas, sont des aménagements à la marge, et dans le pire des cas, sont simplement inexistants. J'en prends juste un ou deux exemples, mais par exemple, il n'y a aucune heure de délégation supplémentaire afin que les membres du CSE prennent à bras-le-corps la question environnementale, alors que c'est une des nouvelles attributions du comité. Comment voulez-vous faire lorsque vous n'avez pas de moyens supplémentaires, qu'on sait que les ordonnances Macron ont déjà réduit à peau de chagrin les heures de délégation, pour prendre cette question fondamentale à bras-le-corps? Donc il y a vraiment une difficulté si on veut en rester au niveau de la loi. Et ça m'amène à dire, mais pourquoi mobiliser le droit du travail pour ces questions environnementales? Parce que, bien entendu, la synergie emploi, travail, environnement, elle est fondamentale. On a eu une construction qui a opposé l'homme domesticateur de la nature, eh bien, le travail et la nature. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'homme n'est qu'un animal dans l'anthropocène et tout ce qui va affecter son environnement l'affectera aussi. La question de la santé au travail n'est pas possible à être pensée indépendamment de la santé de manière plus générale. Je vous prends un exemple. Vous connaissez peut-être tous la mine d'or de Salsigne. Bon, pour amalgamer l'or, on va utiliser de l'arsenic. Ça empoisonne notamment les travailleurs dans la mine, mais ça empoisonne également toute la vallée de l'Orbiel, et c'est-à-dire là où vivent les travailleurs et leurs familles. On ne peut plus faire pousser une carotte à cet endroit-là. Elles seront impropres à la consommation. Donc, il faut avoir des visions qui sont un petit peu transversales. Et pour ça, le droit du travail, c'est une excellente matrice. Et je vais essayer de vous le démontrer, mais très rapidement. Et ensuite, vous montrer les deux façons de voir le problème. Je fais rapide. Mais je vous en prie, non, justement. Et puis, simplement préciser par ailleurs que vous formez aussi les syndicalistes. Vous participez à l'Institut des sciences sociales du travail qui forme des syndicalistes. Ça fait partie de ce que vous faites. À savoir donc... Effectivement, on fait des stages à destination des représentants du personnel pour justement mieux former sur ces questions-là et aller un petit peu au-delà de ce que fait le code. Alors je vous disais pourquoi le droit du travail c'est un bon outil. C'est parce que le droit de l'environnement c'est un droit finaliste, c'est-à-dire qu'on a une finalité, c'est la protection de l'environnement. Et bien on peut faire la même chose avec le droit du travail, c'est-à-dire se dire mais en quoi notre droit du travail peut être utilisé pour non seulement, parce que c'est son objectif de base, régler les conditions de travail, régler les rapports entre l'employeur et la collectivité des salariés, mais également comment il peut intégrer une dimension environnementale. On peut penser à un élément qui est une porte d'entrée assez classique, c'est les accords de mobilité douce. Les accords de mobilité douce, à la base, c'est une question de gestion du personnel. Mais simplement, si vous y réfléchissez sous un angle environnemental, vous dites « Ah oui, effectivement, je peux penser ma mobilité, notamment sous l'angle de la réduction de l'empreinte carbonée de l'entreprise. » La question toujours sur les conditions de travail, le télétravail, vous pouvez l'envisager comme un élément de comment j'organise
ma production, ou également de se dire, tiens, l'ADEME nous a dit que 2-3 jours de télétravail par semaine, les effets rebonds étaient moindres que l'intérêt environnemental, eh bien, j'ai aussi un levier environnemental sur le sujet. La question des cantines, on peut y penser. Je vais passer sur un élément en bio, en local, forcément, je peux y penser pour les questions de santé, mais je peux aussi intégrer l'élément environnemental. Et pour en donner un dernier exemple sur le CSE qui n'a pas été modifié par la loi climat et résilience, je rappelle qu'il y a entre 11 et 15 milliards d'euros qui sont affectés par an aux activités sociales et culturelles. Les salariés sont demandeurs de verdir les pratiques en la matière. C'est un élément où les représentants du personnel ont directement la main pour amorcer la transition. Et là, ça, c'est du déjà là qu'on peut appliquer tout de suite. C'est du déjà là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on attend ici pas le législateur. Et c'est là où ça me permet de faire le lien entre les deux vecteurs que souvent on confond. En réalité, on confond souvent environnementalisation du droit et utilisation finaliste du droit. Je m'explique sur cette distinction. L'environnementalisation du droit, c'est quand on demande au législateur d'introduire dans le Code du travail des articles de loi qui nous imposent de prendre en considération les éléments environnementaux. Exemple, la loi climat et résilience auquel vous faisiez référence disait maintenant, le CSE, sur la marge générale de l'entreprise, elle doit informer le comité et le consulter sur les incidences environnementales. Ça, c'est une environnementalisation du droit. On a introduit l'obligation de prendre en considération ce critère dans le droit du travail. Mais pour mes ASC, la loi climat et résilience n'a rien fait. Je peux donc soit décider de faire une politique de voyage avec mes ASC de manière classique, soit décider que ma politique de voyage, je la réfléchis avec une finalité environnementale, et donc je vais avoir malgré tout un effet environnemental. Et là, je n'ai pas besoin de cette environnementalisation par le législateur. Ça permet de ne pas attendre que le législateur soit n'agisse pas, soit qu'il agisse à l'inverse des intérêts qui pourraient être des intérêts environnementaux. On a vu par exemple les déclarations du Premier ministre sur la CSRD récemment. Donc véritablement, il faut y aller sans attendre le législateur. Et juste, et je vous redonne la parole, j'insiste, les salariés ont déjà des droits. Les salariés peuvent être des vigies environnementales. Je rappelle que nous avons un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement, que le droit de retrait, on a déjà des jurisprudences qui le caractérisent face à des intempéries. Bref, on peut agir et on se doit d'agir sans attendre que le législateur donne une quelconque permission. Comme vous avez mentionné la CSRD, il faut peut-être nous rappeler de quoi il s'agit. C'est-à-dire c'est la transposition d'une directive européenne. Alors la directive européenne, effectivement, s'appelle CSRD, c'est la directive sur la durabilité. Pas confondre avec la CRDS qui n'a rien à voir. Et elle a été transposée en droit français par l'ordonnance du 6 décembre 2023 et quelques décrets, notamment un du 30 décembre qui ensuite a été actualisé en février 2024. Voilà. Et donc c'est pour intégrer les objectifs de durabilité. Mais ces objectifs de durabilité, il y a deux petits bémols. Premièrement, ils vont s'appliquer aux très grosses entreprises. On a des effets de seuil assez importants. Deuxième élément, ils sont décalés dans le temps. C'est-à-dire que toutes les entreprises ne vont pas être soumises à la CSRD demain. Voilà pourquoi il est utile d'agir tout de suite. Car les propositions qui sont dans mon ouvrage, elles peuvent être mises en place même dans cette petite PME. C'est-à-dire que vous pouvez envisager les négociations, si on prend par exemple la négociation collective, à travers les négociations obligatoires, on peut se décider avec un critère finaliste d'environnementaliser les rémunérations, la mobilité, l'exécution du travail, la durée du travail. Alors que si on reste sur l'environnementalisation telle qu'elle est prévue par le législateur, eh ben on a quoi? On a la GEPP, on a la GEPC, où dans les dispositions supplétives, on nous dit on doit prendre en considération les enjeux de la transition. C'est donc grandement insuffisant. Et pour en terminer sur ces éléments généraux, et bien entendu pour développer toutes ces thématiques, je me tiendrai à disposition des questions. On a évoqué avec les camarades de la table ronde la question de l'emploi. On sait que la transformation environnementale de notre société, elle va être à la fois créatrice et destructrice d'emplois. D'un point de vue global, les études convergent pour dire qu'il y aura plus d'emplois créés. Maintenant, selon les secteurs, c'est pas parce que d'un point de vue global, il y a plus d'emplois créés qu'il ne va pas y avoir des filières qui vont être fortement touchées ou des drames pour certaines entreprises. Et donc, il y a toute une idée de comment, aujourd'hui, on prend à bras-le-corps la formation des salariés pour mener à bien la transition des filières. Et cet élément-là est sans doute sous-dimensionné d'une part, et d'autre part, il y a un vrai risque d'instrumentalisation par certaines personnes. Je cite un rapport qui a été fait notamment par le Club des juristes avec Jacques Attali, qui voulait qu'on ait une cause de licenciement pour motif économique pour raison environnementale. Autrement dit, dire j'ai transition, ça équivaudrait à dire j'ai difficulté économique. Cela est à la fois inutile juridiquement, mais en plus c'est un petit peu absurde politiquement, parce que cela laisse à penser que la transition elle est
dangereuse pour les travailleurs, alors que, au contraire, si on s'y prend suffisamment tôt, si on anticipe, qui est un des maîtres mots du radar, eh bien, on peut justement avoir des vecteurs de création d'emplois. Alors à ce propos, justement, Alain Petitjean, vous qui conseillez les représentants du personnel depuis des années, vous partez du fait que sur la transition dans les entreprises, il faut justement poser le plus tôt possible les questions de la sincérité de la démarche de l'entreprise et puis celle de sa complétude. Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, alors je vais répondre effectivement à cette question, mais je vais d'abord vous dire l'immense plaisir que j'ai d'être ici avec vous toutes et tous, parce que j'ai fait partie de l'aventure du radar dès l'origine. Je me rappelle d'une discussion avec Sophie et des journalistes d'Option sur le sujet, et voir qu'une idée lancée comme ça un peu en l'air, ça devient un vrai outil, voir à quel point cet outil, vous pouvez le prendre en main démocratiquement dans l'entreprise, c'est vraiment très très satisfaisant. Ceci dit, je suis aussi satisfait parce qu'on en a diablement besoin de ce radar pour dépasser le peu de moyens qui existent en ce moment dans les entreprises pour les représentants du personnel, par exemple, et pour l'ensemble des syndiqués, de se saisir des questions environnementales. C'est vrai que le législateur, par la loi climat et résilience, a rajouté l'adjectif environnemental dans la liste des points sur lesquels les CSE ou comités de groupe au niveau des groupes doivent être informés et consultés annuellement, mais il n'a pas créé ce que tout le monde demandait, c'est-à-dire une mission annuelle ou une information-consultation et un droit d'expertise annuel sur la stratégie environnementale et climatique de l'entreprise. Or, je veux bien parler de stratégie. Qu'est-ce qu'on trouve dans un rapport, par exemple la déclaration de performance extra-financière? On trouve un catalogue d'indicateurs sur la manière dont l'entreprise essaie de maîtriser, si possible, bien sûr, de diminuer un certain nombre de ses émissions. Émissions de gaz à effet de serre, émissions de rejets polluants, etc., etc. Mais le problème environnemental pour l'entreprise, et a fortiori en lien avec l'emploi, c'est pas simplement de combien et à quel rythme l'entreprise devient de plus en plus sobre dans les procédés de production actuelle et dans les offres de produits et services actuels. Une bonne partie du débat, c'est quelles sont les nouvelles offres de produits ou de services que l'entreprise va mettre sur le marché, et son adaptation, c'est pas à gamme de produits et services identiques, c'est pas à procédés de production identiques, et c'est là que d'ailleurs se joue l'avenir de l'emploi. C'est pas, vous dites, faire la même chose en émettant moins, c'est faire autre chose, transformer la production. Voilà, c'est pour ça que je parle de complétude de la démarche. Oui, l'axe bien sûr, la Palisse le dirait mieux que moi, si on peut consommer moins, c'est mieux pour la planète, ça on a bien compris. Mais la complétude de la démarche, c'est d'aller jusqu'à la stratégie. Quels sont les nouveaux produits, les nouveaux services, les nouveaux procédés, les investissements de recherche et développement ou éventuellement de nouveaux processus de production qui vont avoir un impact pour la planète, notre santé, l'environnement, le climat, etc. Et là, on voit bien que l'emploi est au cœur. Si vous avez des nouveaux produits, vous avez des nouveaux besoins de compétences, des nouveaux procédés, vous avez des nouveaux besoins de compétences, et puis vous pouvez également gagner des parts de marché et augmenter l'emploi. Et ça, je crois que c'est mal posé par le législateur à l'heure actuelle, et les CSE, spontanément, ont très peu de moyens, et n'ont même pas le réflexe, et n'ont même pas une information-consultation annuelle sur le sujet. L'un de mes clients, on a réussi à faire que le comité de groupe soit consulté une fois par an sur la stratégie environnementale. Ça dure 1 heure. C'est pas en 1 heure de débat par an que l'on se saisit réellement de ce sujet. Et quant aux moyens d'expertise, forcément, en se contentant de rajouter un adjectif environnemental à la fin d'une longue liste, situation économique, stratégique, financière, sociale et environnementale, vous ne définissez pas assez de moyens. Il faut savoir que pour vraiment se pencher sur la stratégie environnementale d'une entreprise, il faut interroger au moins une dizaine de cadres dirigeants. Il ne faut pas uniquement interroger la personne en charge de la RSE.
c'est pas suffisant. Il faut aller voir du côté de la R&D. Il faut aller voir du côté du directeur technique si vous êtes dans un environnement industriel. Il faut aller voir du côté du directeur commercial si vous êtes dans un environnement de service. Il faut aller voir du côté de la direction des achats, etc., etc. Donc oui, le cadre, il existe, il fait semblant d'exister, moi j'aurais tendance à dire, hein, il fait semblant d'exister, mais les moyens, l'effectivité de ce cadre ne sont absolument pas réunis. Alain Lecor, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, mais à l'échelle de la cohérence d'un territoire, ce qui vient d'être dit, une réaction ? Oui, et c'est là où justement tout l'intérêt, il est de pouvoir faire dialoguer entre elles les différentes composantes de la CGT, par exemple. Et c'est vrai que d'avoir un lieu, un moment dédié, c'est complètement inclus dans une démarche de projet de territoire. Et pour rebondir aussi sur ce que disait tout à l'heure Fabienne à juste titre, c'est qu'à un moment, on le voit avec les camarades d'Ille-et-Vilaine qui avancent sur un projet de la CGT autour de la métropolisation. À un moment, lorsque vous êtes dans une certaine phase de maturité de la construction, il faut aller discuter et avec les pouvoirs publics et avec le pouvoir économique. Oui, d'une manière ou d'une autre, ou associatif. C'est-à-dire que à un moment, lorsque le collectif militant se dit que l'idée, elle est suffisamment solide, discuter avec d'autres acteurs de la cité, c'est une évidence. Fabienne Tato. Oui, la discussion me donne envie de réagir parce que je crois qu'on oublie quand même quelque chose qui est fondamental dont nos emplois vont dépendre assez rapidement, hein. C'est que sur Terre, les ressources sont finies, elles sont limitées. Et l'exploitation, le système capitaliste dans lequel on est, pille ces ressources, au-delà de ce que la Terre peut nous offrir. S'il y a une simple chose à se rappeler aujourd'hui, c'est quand même ça. Donc nous, on le voit à maintes reprises, on a une expertise du travail qui nous donne la capacité, très souvent, à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, à faire des propositions pour que les choses aillent mieux. Et très souvent, on n'est pas entendu à temps des pouvoirs publics quand ils finissent par nous écouter. Donc on le sait qu'on a en nous cette capacité à proposer des solutions. Donc le radar, il doit nous aider à ça. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'on est vraiment sur du top niveau en fait en termes d'enjeux. Parce qu'à la fois, il faut s'emparer de tous les sujets qui autour de nous, de tous les leviers autour de nous qui nous permettent d'agir, comme les activités sociales par exemple. Et je dois le dire, c'est dans un stage de la CGT que j'ai découvert à quel point il fallait vraiment regarder ça sans désintérêt, mais dans le même temps, il faut s'attaquer à la stratégie des entreprises et très concrètement, c'est à la finalité. Si on veut continuer à vivre dans un monde durable, c'est pas le pouvoir public ou c'est pas les dirigeants du CAC 40 qui vont nous offrir ce monde-là, c'est nous qui devons le créer. Donc s'attaquer à la finalité des entreprises, ça veut dire regarder ce qu'on produit, comment on le produit, comment on recycle, comment on réutilise. C'est le projet, par exemple, qui a été mentionné ce matin dans nos débats, le projet de Thales d'imagerie médicale. Et puis aussi, l'autre chose, c'est qu'on passe à côté de certaines choses. On s'en rend compte, et c'est la force de l'interprofessionnel. Quand on milite en interprofessionnel, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. On n'est jamais expert de tout. Et si on parlait des milliards pour les activités sociales et culturelles, il y a des milliards aujourd'hui qui sont mis à profit des entreprises au travers des systèmes de formation dont on ne s'empare pas assez alors qu'on a un enjeu majeur de réorientation des filières, des emplois dans les filières. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très concret qu'on peut regarder. Et dernière chose que je voudrais dire tout de suite, c'est que pour faire ça, on a besoin de repenser le management dans les entreprises. Aujourd'hui, vous avez des entreprises comme les administrations qui fonctionnent complètement en silo. La RSE ne va pas parler au service achat ou très peu, ça ne va pas vraiment faire bouger les stratégies. Moi, j'attends aussi vos questions à ce sujet-là, mais je pense que là aussi, il faut repenser le mode de fonctionnement de l'entreprise qui a une stratégie de saucissonnage de ces secteurs. Donc manque de cohérence, là, c'est la même question. Il y a un manque de cohérence et ce faisant aussi, ils essayent de tuer le rapport de force potentiel.
D'où l'intérêt aussi d'aller travailler, d'aller regarder et de se rapprocher de tous ceux qui sont dans la sous-traitance. Pour nous, c'est vital de le faire. Franck Perrin. Oui, moi je voulais réagir sur la partie expertise sur la stratégie, puisque là, je pense qu'on est typiquement dans le débat qui était soulevé par Arnaud sur, alors je me trompe peut-être dans la sémantique, environnementalisation du droit ou effectivisation du droit. Environnementalisation du droit ou démarche finaliste sur de droit. Démarche finaliste du droit. Et il me semble que là, on n'a pas besoin d'attendre effectivement. On peut utiliser une démarche finaliste du droit. Sur ces aspects-là, parce qu'il me semble qu'on a tous les éléments en fait. On a une consultation sur la stratégie annuelle avec une expertise qui peut être complète. La question c'est comment est-ce qu'on mène cette expertise-là et qu'est-ce qu'on demande à l'expert, et au-delà de l'expert, qu'est-ce que nous, en tant que représentants du salarié, nous allons pousser et porter. Effectivement, sur cette consultation annuelle, il faut appréhender les enjeux géopolitiques, il faut appréhender les enjeux environnementaux, comment ça va transformer l'entreprise, et poser la question quelque part, porter une stratégie alternative qui pose la question effectivement de la finalisation des biens produits, la finalité pardon des besoins des biens produits, et aussi qui va déboucher sur une structure de qualification et pas de compétences, et ainsi que sur nécessaire pour produire et imaginer les produits de demain, et donc ça va décliner sur une proposition d'empreinte industrielle, d'emploi, etc. Donc il me semble qu'on a tous les outils. La question, et elle revient à celle que je donnais en introduction tout à l'heure sur l'utilisation de l'outil du radar, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les organisations s'emparent de ces outils-là et se posent les bonnes questions, et se posent la question finalement, toutes ces questions qui sont du moyen long terme, donc de la prospective, comment est-ce qu'on s'en empare au-delà du quotidien qui nous noie. Et c'est là où, effectivement, les propositions sur les formations, etc., et sur la montée en compétences de chacun des syndiqués est extrêmement importante. Oui, Arnaud Cassado, est-ce que ça peut être suffisant d'environnementaliser les mobilités ou les activités culturelles? Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de se mêler de ce qu'on produit et de comment on le produit? Qu'est-ce qu'il y a comme outil disponible pour faire ça? Alors, avant de vous répondre, 3 petits points pour réagir à ce qui a été dit. Premièrement, pour montrer que avoir une vision finaliste du droit, rechercher la vocation environnementale du droit du travail n'est pas exclusif de l'environnementalisation. Là, vous parliez de la formation consultation sur la stratégie de l'entreprise. C'est l'article L2312-17 pour être précis. Il ne vise qu'une simple information sur les conséquences environnementales lors de cette consultation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de recueillir l'avis du CSE, contrairement à L2312-8 sur la marge générale où là c'est bien une information consultation. Donc le fait de rechercher la finalité environnementale ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus revendiquer sur une réelle environnementalisation du droit, pour avoir plus de droits en la matière. Et là-dessus, ça permet, quand on recherche la finalité, de bien dire que il y a 2 arguments qui sont très intéressants. Le premier, c'est que d'un point de vue marketing, l'employeur, il n'a pas intérêt de vous dire, mais en réalité, vous cherchez à produire plus d'effets environnementaux, je ne veux pas, puisque quand même, ils nous vendent une transition, et ça ira à l'encontre de leur débat dominant. Deuxième élément, en recherchant une finalité environnementale, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment expressément tout à l'heure, mais en fait, on arrive à des accords gagnant-gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour les salariés, gagnant pour la planète, gagnant pour l'entreprise aussi. Car si on ne fera pas la transition contre les salariés, on ne la fera pas non plus forcément contre les entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ne sont pas un minimum gagnant, ils n'iront pas non plus. Et donc, il y a une possibilité, en utilisant d'un point de vue finaliste le droit, d'arriver à des accords où tout le monde gagne. Si vous mettez un contrat de travail, une prime liée par exemple à la réduction des déchets, c'est une augmentation de salaire pour le travailleur. C'est bon pour la planète parce qu'on a réduit le volume de déchets, et l'entreprise, puisqu'elle a moins de déchets, elle a moins de matières premières à agir, généralement elle a un levier de trésorerie, elle est plutôt contente aussi. Et donc on a moins de résistance que si on va frontalement bloquer sur d'autres choses. Alors vous me demandiez, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin sur la question de la stratégie de l'entreprise et de voir comment elle produit? La réponse est oui, bien entendu, puisque, encore une fois, ça a été très bien rappelé par Fabienne, nous sommes dans un monde fini et il ne peut pas y avoir une croissance infinie dans un monde fini. Aussi, se demander aujourd'hui ce qu'on produit, comment on produit, de façon à ce que cela soit durable, c'est un élément qui est essentiel.
Sinon, en réalité, demain, on va arriver à des catastrophes où on va devoir avoir des fermetures d'entreprises parce que l'activité ne sera plus en adéquation avec notre monde. Je prends un exemple lié à cette réduction des déchets que j'évoquais là. Mais vous avez eu dans la loi, il y a peu, l'interdiction des pailles en plastique. Parce que certes, on peut demander le petit geste au consommateur de ne pas prendre une paille quand il va consommer un cocktail, mais en réalité, malgré tout, la paille est quand même produite. Donc l'impact sur la planète, il existe déjà. Et donc, ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on interdit cette paille, on interdit ce mode de consommation. Et ça a une incidence sur l'emploi. Donc, soit on l'anticipe et on peut s'en sortir en termes d'emploi, soit on ne l'anticipe pas. Et quand la loi arrive en disant demain on ne produit plus de paille, on se retrouve avec des licenciements pour motifs économiques. Alain Petitjean, pour rebondir justement là-dessus, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ça implique une vraie vision stratégique. Comment on applique ça à la plus petite échelle qui est celle du CSE? Alors, je vais partir d'une échelle un tout petit peu plus large, parce que dans un certain nombre de cas, même, la question environnementale dépasse la stratégie de l'entreprise. Il y a un lien au territoire. Par exemple, à chaque fois qu'il est question d'économie circulaire, l'économie circulaire, c'est quand l'entreprise B utilise les déchets de l'entreprise A, enfin déchets ou rejets ou effluents, pour en faire un nouveau produit. Et comme ça, il y a plus, on a éliminé intégralement une source de déchets, puisque le déchet de l'un est la matière première de l'autre. Ça demande un travail territorial. Ça demande aussi parfois des engagements de filière. Nous, on a travaillé avec les copains de Lafarge, donc dans les matériaux de construction, pour que dans le cadre des chantiers du Grand Paris, il y ait une part importante du fret qui bascule sur le fluvial. Ça, c'est pas une entreprise qui peut le faire. Il faut forcément qu'il y ait toute une filière qui dise on va affréter des péniches, on va garantir un certain tonnage et donc on va viabiliser une activité économique. Mais au sein de l'entreprise, par contre, il y a bien effectivement quand même une autonomie stratégique de l'entreprise qui lui permet d'anticiper pour ne pas subir exactement ce qui est écrit derrière nous et qui se traduit par des lancements de nouveaux produits, des lancements de nouvelles prestations qui permettent un changement environnemental direct et important. Mais ça demande effectivement une discussion stratégique. Ça demande aussi, je vais terminer par une anecdote, ça demande aussi de faire pression quand même sur les entreprises. Je vais vous donner donc l'anecdote suivante. L'Institut français des administrateurs avait, il y a quelques années, émis une recommandation qui soit qu'une partie des bonus des dirigeants soit assis sur des objectifs environnementaux. Ils ont été assez suivis. Mais donc 2 ans plus tard, ils ont fait une étude en disant tiens, on va regarder toutes les entreprises qui ont assis une partie de la rémunération du dirigeant sur des bonus environnementaux. Puis ils se sont rendus compte que les indicateurs étaient tous, dans toutes les entreprises, dépassés à 100%, 120%, 130%. Donc en gros, ils n'avaient pas mis la barre assez haut, quoi. Puisque si un truc qu'on obtient à chaque fois, ça s'appelle même plus une prime d'ailleurs, ça pourrait carrément s'appeler un élément de salaire. Donc il faut quand même faire pression, il y a quand même une vigilance des salariés dans l'entreprise dont je vous parlais, qui est le leader français de l'ingénierie. J'ai vu un élu CGT mettre littéralement son directeur général dans les cordes et que le directeur général ne puisse répondre qu'en disant à la prochaine réunion, je reviens avec plus d'éléments, on va creuser votre question, je ne peux pas vous répondre. Ça aussi, c'est un élément du rapport de force, même si je ne m'illusionne pas sur l'importance du rapport de force en réunion. Je sais qu'il y a bien d'autres rapports de force. Mais en tout cas, le rapport de force intellectuelle, c'est intéressant aussi. Mettre en échec. Voilà, et c'est une vigilance. Demandez par exemple à une banque, vous êtes pionnier et militant dans la finance verte, ou vous êtes juste suiveur. Déjà ça, c'est une réponse. Alors, jamais un rapport va dire nous sommes suiveurs. Jamais. Ils diront on a diminué ceci de temps, on a augmenté cela de temps, mais ils ne rentrent pas parfois dans le fond de la discussion stratégique. Est-ce que telle ou telle banque peut se dire je vais gagner des parts de marché en étant pionnier d'une épargne salariale durable, par exemple? Voilà. Si la question n'est pas posée, et vous la trouverez jamais posée dans les rapports aujourd'hui de performance extra-financière, dans les rapports RSE ou ESG, comme on dit dans les entreprises
qui parle en franglais, eh ben, vous trouvez pas cette question fondamentale d'une véritable transformation stratégique qui, en plus, presque systématiquement, doit être assise sur, et tu le disais Arnaud, une GEPP, une gestion de l'emploi et des parcours professionnels, un plan de formation, un plan de développement des compétences. Alain Lecor, un dernier mot de votre part pour rebondir sur ce qui a été dit, puisque ça rejoint ce que vous faites au niveau territorial. Oui, déjà une remarque par rapport à ce que dit Alain, ça me fait penser aussi, dans une certaine mesure, à l'index égalité aussi. C'est un moment, lorsqu'on se laisse enfermer par un instrument de mesure qu'on n'a pas construit nous-mêmes, on voit bien l'impasse dans laquelle on peut s'enfermer. Quelque part, je crois que ce qui est central dans la démarche, c'est l'idée de reprendre la main sur son travail, sur son territoire. Je pense que le radar travail environnement est un outil formidable qui aussi nous permet de poser les bonnes questions sur le travail tel qu'il est accompli dans l'entreprise, mais aussi sur l'impact sur la société, sur la cité. C'est le point commun avec notre démarche de projet de territoire. Projet revendicatif de territoire, c'est aussi quelque part de se dire qu'un autre avenir est possible et qu'on ne peut pas se cantonner à se résoudre en tout cas à une hécatombe sociale et à quelque part combattre dos au mur, ce qui est le plus dur encore. Les démarches qu'on propose là sont parfois peut-être complexes ou perçues difficilement, mais le pire, c'est ne rien faire. Et aujourd'hui, se dire qu'il n'y aurait qu'une issue, c'est de discuter de l'accompagnement. Je crois que là-dessus, non, c'est pas la démarche de la CGT. Franck Perrin, c'est pas la démarche de la CGT. Oui, ça me permet d'aller sur un peu l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Parce qu'en fait, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on établit un rapport de force suffisant contre le capitalisme financier, d'autant plus en ce moment, mais le capitalisme de base qui utilise toutes les ressources et qui, quelque part, a pour simple orientation, première orientation, et derrière le reste c'est de l'affichage, c'est de maximiser la rentabilité du capital et de capter toute la valeur créée. Donc c'est ça, c'est cet outil, qu'il soit dans sa forme actuelle ou dans les formes que nous allons essayer d'imaginer pour le massifier, doit être un élément du rapport de force pour lutter contre les méfaits du capitalisme et partout, dans chaque entreprise, chaque société, aller gagner des projets alternatifs. Et quelque part, naturellement, ça se fera donc sur aussi des gains sur l'emploi, la qualité de l'emploi, puisqu'il faut pas oublier que les emplois, on peut parler de transition, de transformation de l'emploi, mais qu'il faut que ça soit ISO qualité, et que la valeur créée par les emplois doit être la même pour le territoire sur lequel ils sont. Voilà, donc juste pour conclure par là où j'ai commencé, c'est imaginons la suite de l'outil pour que ça soit réellement un outil du rapport de force pour aller vers des gains. Arnaud Casado. Arnaud Casado. Moi, ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, il faut que vous repreniez votre code du travail, parce que c'est l'outil que vous maîtrisiez le mieux, et que vous le repreniez, mais en mettant des lunettes environnementales. Et en fait, à chaque élément, vous dire, mais comment cette règle, qui est une règle que j'utilise tous les jours, en réalité, je peux lui faire produire un effet environnemental. Un exemple très simple, chaque année, vous avez des négociations obligatoires. Toutes les négociations obligatoires peuvent être environnementalisées, alors certaines plus que d'autres, mais toutes se prêtent à l'environnementalisation. Je prends des exemples. Vous avez, notamment, puisqu'on parlait de la condition de travail, vous avez la question des températures extrêmes. Les températures maximales, elles ne sont pas définies par le Code du travail. Elles sont ouvertes à la négociation. Et je rappelle que les experts du GIEC nous ont bien démontré que tant la fréquence que l'intensité que la durée des épisodes de canicule, de vagues de chaleur, allaient augmenter. Vous voyez, en se disant, tiens, moi j'ai une négociation sur la qualité de vie au travail, la question des conditions de travail, je vais réfléchir à mes températures extrêmes. J'ai des questions de santé au travail, je le fais par exemple dans ma CSSCT. En quoi mes éléments sur ma CSSCT, j'y pense en matière environnementale. C'est-à-dire que le produit que j'utilise dans mon process, est-ce que, certes, il peut être nocif pour l'homme, mais est-ce qu'il peut être nocif également pour l'environnement? C'est la question des risques mixtes.
Et en fait, en reprenant votre code du travail et en vous demandant, mais si j'essayais de mettre des lunettes environnementales par-dessus, vous allez voir que vous allez vous découvrir une puissance d'action énorme. Parce que vous avez déjà beaucoup de choses qui sont ici, mais, et j'en termine par là, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter, on peut aussi réclamer plus de droits. Voilà, l'empouvoirment par le juridique. Alain Petitjean, un mot de conclusion. Oui, sur un point, donc vous allez être progressivement envahi d'anagrammes. Il y aura donc cet anagramme de la CSRD qui va venir s'ajouter à partir de 2025. Mais il faut se méfier, je pense. Je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais l'Europe voit le sujet comme une suite une kyrielle de centaines et de centaines d'indicateurs. Et l'entreprise doit choisir lesquels sont, certains sont obligatoires, d'autres sont optionnels. L'entreprise doit choisir lesquels elle suit, parce qu'on voit bien qu'elle est parfois non concernée par tel ou tel point. Ça peut être un plus, ça peut être une avancée. Encore faut-il voir stratégiquement un peu plus loin. Je vais prendre un exemple. Lesquels de ces indicateurs doivent devenir à terme des normes ou des labels contraignants? On peut préférer la logique de label, qui consiste à désigner les bons produits, les bonnes entreprises, les bonnes pratiques vertueuses, ou au contraire être plutôt du côté de la réglementation. J'interdis les pratiques non vertueuses. Je ne vais pas ouvrir le débat, mais le débat existe. Ce qui existe au niveau citoyen du législateur, il existe au niveau salarié dans l'entreprise. L'entreprise elle-même, est-ce qu'elle va vers des démarches de labellisation à un haut niveau, à une haute valeur ajoutée environnementale de ses produits et services? Est-ce qu'elle peut du coup espérer un avantage concurrentiel, un gain de clients, un gain de part de marché, et un gain de marge, un développement de l'emploi? Ou est-ce qu'elle suit la réglementation? C'est deux attitudes radicalement différentes, et ça, vous ne l'obtiendrez pas juste en lisant un rapport RSE actuel ou un rapport déclaration de performance extra-financière, et demain dans la CSRD, vous aurez toujours pas l'option stratégique prise par l'entreprise. Et ça, il faut que dans les entreprises, vous la questionniez. Il faut que vous posiez cette question qui viendra jamais spontanément du dirigeant. C'est rare, c'est vraiment très très rare. Il y a peu d'entreprises qui se saisissent très spontanément de la question. Il y a celles qui éventuellement voient leur activité sous les feux de la rampe parce que très polluante et très contestée. C'est pas pour rien que nous, par exemple, les deux premières expertises environnementales qu'on a faites, c'est chez un fabricant d'engrais, parce que c'est polluant et que c'est sous les feux de la rampe, et chez un fabricant de matériaux de construction, pour les mêmes raisons, parce qu'il y a tout un contentieux environnemental, par exemple sur les carrières, et parce que c'est des matériaux polluants. Et ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on se saisit d'un sujet, on est quand même un pays d'ingénieurs avec une capacité de recherche et développement. Par exemple, dans le domaine de la route, vous avez maintenant une montée de la route verte, entre guillemets, c'est-à-dire à base d'éléments recyclés, et les progrès sont extrêmement rapides. Il y aura bientôt des routes en plastique. Plastique recyclé, bien évidemment. Sinon, ça serait un peu glissant, notamment les jours de pluie. Je termine sur cette simple blague. C'est une blague sur le fond. Bien sûr. La R&D peut trouver des solutions. Sûr. Fabien Tato, je vous laisse le mot de la fin. Oui, en mot de la fin, je dirais, en premier mot-clé, l'expertise. Soyons déjà sûrs que nous avons une expertise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je crois que cette expertise, il faut encore aussi la nourrir. Donc, nous, à Lugict, on a développé des projets de formation. Depuis le mois de septembre, on a mis en place des webinaires. Vous pouvez les revoir sur le site Radar Travail Environnement. Il y en a encore 2 qui sont à venir courant décembre. Donc moi, je vous invite à les regarder, à les diffuser, à les utiliser et à aller au-delà avec les formations confédérales. En tout cas, notre expertise, on est capable de bâtir dessus et on est capable de bâtir à la fois dans les grandes entreprises, mais à la fois dans les plus petites entreprises, les PME, les TPE, sachant que un des sujets pour reprendre la main sur le travail, sur les grandes entreprises, c'est définanciariser les entreprises.
Aujourd'hui, vraiment, la finance est plus que jamais l'ennemi du travailleur, quoi. Quand vous êtes face à votre patron dans l'entreprise, c'est pas lui le vrai patron. Hein. Si c'est une entreprise cotée en bourse, c'est pas lui le vrai patron, ou c'est pas elle. Donc il y a un enjeu à définanciariser. Et c'est là aussi qu'on voit l'intérêt de la bataille qu'on a à mener avec la Confédération, au niveau de la Confédération. C'est pas tout seul qu'on gagne ça dans son syndicat, évidemment. Et c'est urgent parce qu'en fait, les entreprises, elles sont déjà soumises à des risques réels, concrets. Si on prend que la France, inondations, incendies, submersions, voilà. Je vais ne citer que ça pour l'instant. Mais ça nous menace, ça fragilise l'entreprise, ça menace nos emplois très directement. Par ailleurs, je pense aussi que le radar, il nous montre à quel point on a besoin aujourd'hui, de manière criante, de mener une bataille pour gagner de nouveaux droits et de nouveaux moyens. On l'a dit, on n'a pas assez de moyens pour intervenir. Or, on ne fera pas vraiment la transition écologique et environnementale ensemble si nous, en tant que salariés, on n'a pas les moyens. Donc cette bataille me semble vraiment indispensable de la penser aujourd'hui. Et puis, besoin de fédéraliser notre travail, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la suite de notre journée, de confédéraliser. Et puis, je pense qu'en fait, notre radar, il y a vraiment un enjeu que ça soit comme un outil de pilotage et qu'on le mette vraiment en visibilité, peut-être avec le site radar travail-environnement dont on dispose aujourd'hui. Mais ça doit être un radar pour tout le monde et vraiment porté au grand public. Eh ben merci encore à vous cinq. Franck Perrin, côté confédéral de la CGT, Alain Lecor, côté territorial en Bretagne, Arnaud Cassado, juriste à Paris 1, Alain Petitjean de Secafi et Fabienne Tato de Logique. Merci à vous cinq, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Abonnez-vous au podcast de Logique CGT ainsi qu'à sa chaîne YouTube pour retrouver toutes les tables rondes et bien plus. Et à très bientôt. Salut.